Donc on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Je me suis dit que ça serait pas mal de reprendre un peu le renseignement, puisque j'ai l'impression qu'il y a des techniques du secteur militaire qui sont en train de passer dans le secteur civil. On voit notamment avec cette histoire de Covid, ceux qui sont pro-vaccins, contre les vaccins, ce que vous disent les professionnels de santé qui osent parler et ceux qui sont payés par les laboratoires, ce que nous dit le gouvernement. On a vraiment de mal à voir clairement ce qui se trame et aussi la manne financière que vont rapporter naturellement tous ces vaccins et qu'est-ce qu'il y a dedans surtout. Et donc être noyé sous l'information, c'est une technique de guerre psychologique, c'est une technique de G4G, de guerre de l'information. Donc je me suis dit qu'on allait revoir des concepts comme la guerre psychologique et la guerre informationnelle. On parlera aussi de psychologie. Et on verra un petit peu le ROM, donc le renseignement d'origine électromagnétique. Donc comment on peut faire de l'espionnage avec des moyens techniques, technologiques. Donc déjà, le renseignement, petit historique, mais depuis la plus haute antiquité apparaissent les nombreuses preuves de l'existence d'organisations de renseignement dans toutes les grandes civilisations. Au Moyen-Orient, pardon, la Mésopotamie, l'Égypte, la Perse, jusqu'en Extrême-Orient, l'Inde, la Chine et en Europe naturellement, avec Grèce, Carthage et Rome, trois grands empires. L'espionnage est attesté par de nombreux textes, la Bible par exemple, les inscriptions sur les temples de Luxor, les récits d'Hérodote ou ceux des historiens romains, et les deux plus anciens traités de stratégie au monde. On a l'Arthasatra en Inde et l'art de la guerre de Sun Tzu en Chine. Au Moyen Âge, les pratiques du renseignement se pérennisent, notamment dans l'Empire byzantin et en Chine. Les Vikings y recourent systématiquement lors de leur aide, tout comme les Normands, pour la conquête de l'Angleterre. Pendant les croisades, l'espionnage est pratiqué tant par les royaumes chrétiens que musulmans, comme pendant la guerre des Cent Ans. Les opérations clandestines s'observent également dans la péninsule ibérique lors de la Reconquista, dans l'Amérique préhispanique et au Japon, avec les mystérieux ninjas. Ainsi, tout au long de l'Antiquité et du Moyen Âge, principautés, royaumes, empires qui s'affrontent pour la domination du monde conduisent à des actions secrètes qui comportent toutes des volets d'espionnage moderne. Espionnage, contre-espionnage, écriture secrète, interception des courriers, assassinats ciblés. Ce sont quelques-uns des beaux épisodes de l'histoire du renseignement, de l'Antiquité et du Moyen Âge. Donc, un petit bouquin, je vous conseille Le Prince de Machiavel, aussi, qui est toujours d'actualité. Machiavelli, qui a rédigé ça à l'époque de la Renaissance, et qui était un manuel pour les princes de l'époque, pour asseoir leur pouvoir, pour manipuler. C'est important de connaître ce bouquin, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes passionné par le sujet et par l'histoire, Machiavel, je pense que la plupart de nos hommes politiques ont dû lire Machiavel. Donc on voit que le renseignement, il y a toute une historicité. C'est pas né comme ça. Mais on va, comment dire, voir plus précisément. Et nous, en fait, dès 1870, on a la création du deuxième bureau, qui est un état-major dans l'armée française. C'est le service chargé de l'analyse du renseignement. L'expression deuxième bureau, en fait, désigne communément le service de renseignement de l'armée française, de 1871, comme je vous disais, à 1940, en référence au deuxième bureau de l'état-major général, dont il est une des composantes. Donc le deuxième bureau a été créé en 1871 et on a quatre grands bureaux. Le premier bureau, il est chargé des effectifs. Il doit être en mesure de donner très exactement la situation des unités avec les variations subies par les effectifs et les dotations en matériel. Il traite également les questions d'organisation de services courants et les relations administratives avec les autorités civiles. Le deuxième bureau dont on parlait, bah lui, il est chargé du renseignement et des plans d'attaque ou de défense. En temps de guerre, on a vu, c'était le cas en Algérie, l'appellation officielle était Bureau du renseignement opération. Aujourd'hui, au niveau de brigade,
On appelle ça une EM, niveau div, et on l'appelle plus couramment le B2. Il y a le troisième bureau. Le troisième bureau, lui, il est chargé des opérations et de la traduction de la tactique de guerre en ordre précis pour les unités intéressées. Et enfin, on a le quatrième bureau, chargé des transports et du ravitaillement, qui s'occupe des questions pratiques liées aux ordres de commandement, par exemple les plans de circulation, le casernement, l'infrastructure et toutes les questions de cartographie. Donc, le deuxième bureau est chargé de l'exploitation du renseignement pour l'état-major des armées. Il a sous ses ordres une section de statistiques créée en 1871, chargée de la recherche et du renseignement. En 1899, la section statistique est renommée section du renseignement ou section de recherche. On appelle ça la SR. À partir des années 1920, on parle à la fois de la SR et du SR. L'ASR, à pas confondre avec du SR. Du SR, c'est service de renseignement. Et SR et deuxième bureau sont un ensemble qui sont souvent confondus. Outre la SR, le deuxième bureau reçoit des renseignements d'attachés militaires. Donc, vous savez ou pas que dans toutes les ambassades que nous avons à l'étranger, il y a tout le temps des attachés militaires qui vont venir faire du renseignement opérationnel. Alors, ils seront rattachés, bien sûr, aux affaires étrangères. Mais il y en a d'autres. Ils font des missions militaires à l'étranger. Ils peuvent se fondre dans la presse. Ils peuvent se fondre en tant que journalistes, donc, ou comme faisant partie d'ONG. Et ils vont travailler sous couverture. Donc, ils peuvent faire partie de la marine, de l'intérieur, de la préfecture de police ou des affaires étrangères. Il contrôle aussi, le deuxième bureau, la section de centralisation du renseignement. On appelle ça le SCR, service du contre-espionnage militaire, qui surveille les activités des services étrangers, coopération avec la police. Et pour l'historique, le deuxième bureau fut dirigé par le colonel John Sender en 1886 à 1895 et ensuite par leur entre 1895 et 1896. Et ensuite, ce fut Hubert Joseph Henry de 1897 à 1898. Après, il va légèrement disparaître pendant la Première Guerre mondiale pour réapparaître pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'amiral Darlan qui s'efforce de développer à son profit le petit service de renseignement de la marine, malheureusement sans grand succès. On aura la section R du SR qui devient le SRR, et qui est sous l'autorité de Georges Ronin. Et on a aussi les activités du deuxième bureau de l'état-major de l'armée de terre, l'EMA, contrôlé par le colonel Louis Baril, et sont reprises par le bureau des menées anti-nationales, la BMA, et le MA1 est braqué contre l'Allemagne et l'Italie. Donc, ces services spéciaux français font du renseignement en zone occupée et en zone interdite, d'une part, et du contre-espionnage en zone non occupée, d'autre part. Donc on va passer aussi au SDEC, donc le service de documentation extérieure de contre-espionnage et le service de renseignement extérieur ont été créés après la guerre, le 28 décembre 1945. Et ça va être renommé ensuite Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, le 2 avril 1982. Maintenant, ça va fusionner des GSI, des CRI, et j'en passais des meilleurs. Parce qu'on a voulu tout regrouper comme un peu l'ont fait les Américains. Mais eux ont bien plus d'agences de renseignement que nous n'en avons en France. Donc tout ça, c'est le renseignement militaire traditionnel. Sous la 4ème République, le SDEC est subordonné au président du Conseil. Après l'instauration de la 5ème République et jusqu'en 62, donc sous De Gaulle, il est utilisé par le Premier ministre Debré et se montre particulièrement efficace pour faire la guerre en Algérie. À la suite de l'enlèvement et de l'assassinat de Ben Barka, le général de Gaulle décide de subordonner les services au ministère des Armées, qui sera dirigé par Pierre Messmer, fidèle compagnon du général et résistant. Le SDEC et ses cadres se militarisent lentement. Donc, ça, c'est à retenir. C'était un peu pour l'historique. Et maintenant, on va voir certains sujets. Notamment, je vous parlais donc du SINGINT et du ROM.
le renseignement d'origine électromagnétique. Donc dans leur majorité, les plateformes dédiées au renseignement sont facilement identifiables. De multiples impadis, antennes, protubérances diverses et variées pullulent sur les coques, les carlingues, les carrosseries des véhicules. Outre leur apparence, ces porteurs ont des cinématiques souvent équivoques, surtout pour les navires et les aéronefs, et assez faciles à repérer pour le pays visé par ces missions. Si en plus leurs opérations sont rendues publiques et annoncées à l'avance, comme cela arrive parfois, la surprise n'existe plus, et on peut s'interroger sur la pertinence d'une telle mission. C'est d'autant plus vrai que le surveiller, c'est aussi qui le surveille, puisque ces moyens sont très souvent mis en œuvre par les armées et donc frappés du pavillon ou de la cocarde officielle. On peut alors légitimement s'interroger sur l'influence que peuvent avoir ces missions relativement voyantes sur le comportement de celui qui sait être surveillé, car il modifiera en conséquence ses émissions. Hors effet d'annonce, les missions de recueil du renseignement peuvent faire appel à des moyens dédiés ou non, selon les contextes, afin de satisfaire au mieux les besoins du renseignement. Obtenir du renseignement de qualité nécessite d'être proche de sa cible, soit de disposer de matériel très performant s'il faut rester à distance. Or, entre le respect des frontières maritimes et aériennes et la mise en place de moyens de déni d'accès, il devient alors difficile de s'approcher des zones d'intérêt. Compenser au moins partiellement cet handicap, il est nécessaire d'avoir recours à des équipements de recueil de renseignements les plus performants, donc les plus imposants. Les systèmes optiques doivent avoir un fort grossissement et les antennes ROM, donc renseignements d'origine électromagnétique, doivent disposer de plus de sensibilité. Ainsi, tous ces équipements deviennent de plus en plus encombrants et ce qui entraîne le développement de plateformes relativement onéreuses du fait euh, celle-ci se voit dotée de nombreux impetus et protubérances bien peu discrètes, ce qui ne laisse aucun doute sur leur fonction. Je vais vous montrer un exemple. Là, on a le BEM du Puy-de-Dôme qui, donc, ces grands random radars permettent de masquer, en fait, la direction des antennes. On ne sait pas vers ce qu'elles visent. Est-ce que ça peut être un objet en mer? Est-ce que c'est un objet dans les airs? Ou est-ce que c'est en train de taper des satellites ennemis dans l'espace? Donc, vous voyez, là, c'est un bateau qui fait du renseignement électromagnétique, de l'espionnage. Vous voyez, malheureusement, que ces impadis sont extrêmement visibles. Même si on voit que la coque a été faite pour défléchir les ondes radar. C'est un bateau à la base furtif. En tout cas, en partie furtif. Puisqu'il utilise des technologies et des matériaux composites qui vont permettre d'absorber les ondes radar ou de les réfléchir à un certain angle, un peu comme les avions furtifs, pour être le plus furtif possible en fait. Et la fameuse, vous disiez, serre, surface, équivalente, radar. Maintenant, avec les dernières frégates furtives, on arrive notamment à faire des bateaux qui ont la taille d'un chalutier, alors, qui font plusieurs centaines de mètres. Là, c'est tout ce qui est guerre électronique. Donc, le W, en anglais, Electronic Warfare. On va pouvoir survoler des zones de conflit avec, là, c'est le Sentinel R1 de la Royal Air Force, et il va capter tout le spectre électromagnétique. Vous voyez qu'il y a déjà cette bosse-là, il y a toutes les antennes satellites qui permettent de communiquer avec l'uplink, donc ça permet de communiquer en temps réel avec l'état-major. Et tout ça, ces antennes-là, c'est pour les communications satellites. Et en bas, on voit qu'on a un radar à balayage latéral qui va permettre en fait de capter soit des cibles, des bateaux, notamment des sous-marins, et on peut se servir de cet avion pour faire de la lutte anti-sous-marine. Mais il va pouvoir détecter, donc c'est ce qu'on appelle du look down, c'est-à-dire que le radar est positionné, l'avion vole en altitude, et tout ce qui passe avec un angle de 45 degrés et en dessous de lui va être détecté et on va pouvoir cartographier le relief, on va pouvoir cartographier les positions ennemies. Et il intercepte également toutes les communications. Vous voyez des petites protubérances, tout ça, c'est des antennes high gain, comme on appelle ça, pardon, haut gain, qui vont permettre de récupérer et d'intercepter et également de défendre.
puisque on peut détecter, il y a des systèmes qui permettent de détecter en fait si l'avion est pas visé par un radar ennemi ou s'il n'y a pas un missile qui se dirige vers l'avion. Tout ça, c'est donc dans le spectre électromagnétique et c'est la guerre électronique. Donc ça peut être de l'élite, ça peut être de la guerre électronique proprement dit, où on va essayer de perturber les radars ennemis, on peut même les brouiller, on peut même les détruire avec euh, des moyens de guerre électronique, de nacelles, de contre-mesures électroniques. Et le principe, la base, c'est qu'une onde radar, si vous nous envoyez la même onde radar avec la même puissance, sauf inversée, en gros, ça va annuler. Donc, vous pouvez brouiller et perturber les radars ennemis ou les moyens de guerre électronique ou d'analyse du spectre électromagnétique. On peut brouiller et tout ça, on regroupe ça sous l'appellation en fait de guerre électronique. Donc, le but, il y a plusieurs techniques, mais qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Bah, l'intérêt, c'est de pousser l'ennemi à la faute, à se dévoiler. Une première tactique, par exemple, c'est de multiplier les missions de recueil dans la durée, sans périodicité prévisible, afin de forcer l'adversaire à continuer malgré tout ses activités opérationnelles. Ce sont des missions particulièrement adaptées aux aéronefs, mais qui coûtent cher et qui demandent le roulement de plusieurs aéronefs et un nombre de missions important. De plus, si le théâtre d'opération est éloigné de votre pays, il va falloir mettre en place du ravitaillement via des KC-135 qui vont permettre de venir ravitailler sur zone les avions. On peut le voir, on l'a vu par exemple avec les tensions qu'il y avait en mer Noire le 21 septembre 2020. 3 RC-135, comme je vous ai monté, des avions de guerre électroniques qui font partie de l'US Air Force, qui survolaient la mer Noire et qui volaient en groupe et qui étaient ravitaillés et qui se sont relayés pendant plusieurs heures pour essayer d'analyser euh, forcément nos amis russes et voir un petit peu qui faisait quoi. Donc, pour rappel, un avion, l'avion militaire, on le détecte soit par le radar primaire, soit par le radar secondaire. Les secondaires, généralement, ils font un transpondeur. Les primaires, ce sont les radars militaires. Donc, si on n'a pas de transpondeur, et c'est le cas des avions militaires, ils peuvent falsifier ou couper leur transpondeur. Le transpondeur, c'est quoi? C'est un numéro qui identifie les avions entre eux et pour le radar et pour la gestion de vol, pardon, donc pour les tours de contrôle au sol. Mais les avions militaires sont pas obligés. Pour rappel, l'usage du transpondeur, bien que recommandé, n'est pas une obligation pour les aéronefs évoluant dans l'espace aérien international. Donc, on peut faire plusieurs choses. On peut déjà couper le transpondeur pour être furtif. Quand on vole dans un avion de chasse, peu importe, militaire, on peut couper le transpondeur. Ça nous permet en fait d'être détecté le plus tard possible, puisque tous les radars secondaires en fait seront rendus inopérants, puisque le principe c'est ce qu'on appelle l'identification friend or foe, ami ou ennemi. En gros, le transpondeur militaire permet de détecter un avion militaire, un autre avion militaire, si il fait partie des amis ou s'il fait partie des ennemis. Et en fonction de ça, on pourra soit verrouiller la cible, l'acquérir et envoyer un missile, un Fox 1, Fox 2, Fox 3. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça évitera également de ne pas tirer sur du matériel militaire qui est allié. Donc ça, ça se fait grâce au transpondeur. Mais on peut, par exemple, falsifier le code transpondeur. Je vous donne une idée. Je sais qu'il y a un long courrier qui va traverser l'Atlantique, qui part de Roissy-Charles de Gaulle et qui va atterrir à l'aéroport de New York. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux décoller avec un ailier, rejoindre la route, puisque vous savez qu'un avion de ligne civile doit déclarer son vol et on connaît sa route, les différentes étapes et les balises radio qu'il va utiliser pour faire son trajet. Et à haute altitude, on peut se caler sur sa fréquence,
Donc on va falsifier le transpondeur de l'avion militaire, se caler sous l'avion et voler avec lui jusqu'à New York. Et en faisant ça, les avions militaires sont sous l'avion. Donc déjà, il y a des perturbations de flux au niveau de l'aérodynamique. Donc ça permet de dévier certaines ondes radar. Et naturellement, comme le 747 ou un Airbus A380, c'est énorme, ça capte toutes les ondes électromagnétiques. Donc les avions militaires, en se calant sur leur transpondeur et en volant sous l'avion de ligne, vont être totalement furtifs. On ne pourra pas les détecter, puisque les radars secondaires qui chercheront à les détecter seront trompés, bernés par le faux code transpondeur, qui va pas renvoyer un code militaire, mais qui va renvoyer le code civil de l'avion en question. Et les radars, c'est pareil, quand ils essaieront de balayer le ciel et de scanner, qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront un énorme 747, ou ils verront un énorme A380, alors qu'il y a deux avions militaires totalement furtifs qui vont pouvoir faire le trajet au sud de l'Atlantique sans être détectés. C'est une technique qui est utilisée. Donc, la seconde tactique, ça consiste à faire approcher plusieurs navires ou des aéronefs des côtes sans allumer les AIS ou les transpondeurs. L'adversaire sera obligé d'utiliser ses propres moyens de détection, donc de radar, et de transmettre l'information à un poste de commandement, émission de radio. Là, on voit qu'on pousse l'ennemi à la faute. On lui demande d'activer ses radars, on va pouvoir capter les ondes électromagnétiques et de communiquer via radio, même si c'est chiffré, et toutes les communications militaires, radio, satellite, ce que vous voulez, sont chiffrées, heureusement. Eh ben, on va le pousser à la double faute. Double émission électromagnétique. Radar, radio. Et éventuellement, il va essayer de dépêcher plusieurs types d'aéronefs, dont certains auront leur transpondeur allumé et d'autres non. Par exemple, si c'est un mix bombardier, chasseur, patrouille maritime, avion, drone de renseignement. Donc ce petit jeu auquel se livrent régulièrement les Russes et les avions de l'OTAN, en mer Noire, comme je vous le disais, dans la Baltique ou dans le détroit de Bering. Cela nécessite de disposer de plusieurs plateformes et d'être en mesure de les déployer en même temps, sur une même zone géographique. À noter que ce sont majoritairement les plateformes militaires non dédiées au renseignement qui sont utilisées. On va prendre par exemple des avions de patrouille maritime, donc pour les connaisseurs du P-8A, de la TL-2, du P-3C ou des Tupolev 142, qui datent même de la guerre froide, ou des bombardiers lourds, euh, des B-52 américains, le B-1B Rockwell, des Tupolev 95, donc à hélice, ou des Tupolev 160. Donc des navires de combat ou chasseurs. Donc tout ça, ça permet de faire de la reconnaissance avec des avions de patrouille maritime ou des bombardiers lourds, où on peut également se servir pardon, de navires de combat ou de chasseurs. Mais il faut qu'ils disposent des capteurs aptes au recueil de renseignements. C'est pour ça que très souvent, un exemple, les chasseurs, s'ils n'ont pas ces appendices, ces capteurs, on va leur mettre des pods. Des pods, ça se met sous les ailes, ça se met sous le fuselage de l'appareil, et ça va permettre soit de faire de la captation de signal électromagnétique, du recueil de renseignements, ou ça va permettre de défendre l'aéronef contre des menaces. Ça va permettre de faire de la guerre électronique active ou passive. Donc ça va brouiller les radars, ça peut même faire croire aux radars au sol qu'il y a plusieurs avions, qu'il y a toute une formation d'avions. On peut faire croire au radar que l'avion est à 300 km au plus au sud, au plus au nord, au plus à l'est, au plus à l'ouest, ou on peut carrément brouiller, saturer le radar au sol avec des pods de guerre électromagnétique. Et dans ce cas-là, on va rendre inutilisable le radar pendant un bref instant, quelques minutes, ou on peut même carrément le détruire. Avec des ondes électromagnétiques, en fait, qui vont venir griller le radar. Et en fait, c'est celui qui a la plus grosse. Dans la guerre électronique, si plus vous avez de puissance en mégawatts, plus vous allez pouvoir perturber, brouiller, rendre aveugle ou détruire même via des ondes électromagnétiques. Et les radars, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils captent les ondes, ils en envoient. Et s'ils captent des ondes qui sont très puissantes, ça fait comme une sorte d'IEM, de bombe électromagnétique. Ça brouille toutes les communications. On peut faire un blackout ou on peut carrément détruire un radar.
Donc tout ça, c'est la guerre électronique et on va jouer sur les temps de réaction, sur les distances de détection, sur les procédures. Comme ça, on va analyser et faire du recueil de renseignements sur notre adversaire et savoir combien de temps il met à réagir et quels sont à sa disposition les matériels militaires. La troisième méthode, particulièrement indiquée pour les plateformes navales, car elle nécessite une présence sur zone très longue, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Là encore, l'objectif est d'obliger l'adversaire à fonctionner le plus normalement possible, car il ne peut pas se permettre d'interrompre trop longtemps ses activités opérationnelles. Ces missions, toutefois, ont un coût relativement élevé, car elles mobilisent une ou plusieurs plateformes sur de longues durées, en plus sur un seul théâtre d'opération. Bien entendu, les différentes techniques peuvent se combiner à volonté, donc ça implique d'accepter de ne recueillir qu'une quantité relativement faible de renseignements par plateforme et par jour de présence. Or, c'est le nombre et la durée des missions qui permettent d'obtenir des informations intéressantes, ce qui implique de disposer de moyens relativement conséquents. Elles restent quand même exposées au risque de l'orage et à la dissimulation de certains matériels, étant donné que l'adversaire a parfaitement conscience de la présence d'yeux et d'oreilles qui sont indiscrètes. Donc forcément, si l'adversaire est pas trop con, il va pas vous sortir, vous révéler ces derniers radars, ces derniers missiles de défense aérienne ou ces derniers chasseurs furtifs quand il va venir intercepter vos propres matériels de guerre, vos avions de renseignement, de guerre électronique. Donc généralement, on envoie les plus vieux trucs, comme je vous disais, tous les avions que je vous ai cités, ce sont des avions là pour la plupart des années 90, même voire de la guerre froide. Et on garde nos meilleures pièces, c'est comme aux échecs, on garde notre meilleur matériel et on cherche à le camoufler pour qu'il disparaisse des radars, pour qu'il disparaisse de la cartographie via les satellites. On va pouvoir camoufler le matériel. On peut avoir des bases militaires qui sont dans les montagnes et qui sont à flanc de falaise et qui sont totalement invisibles de notre adversaire. Donc le but, c'est de rester discret pour gagner en efficacité. L'action la plus efficace lorsqu'on utilise des moyens dédiés, c'est de faire des missions rares ou en solo, très courtes. Dans ces conditions, il y a très peu de chances d'obtenir des informations réellement intéressantes si l'on passe que quelques heures ou quelques jours sur une zone géographique. L'adversaire pourra limiter ses activités et le temps de présence du gêneur sans que sans que cela soit une grosse contrainte en fait pour lui, le peu de temps donné que cela représente. Si en plus des missions sont annoncées en avance, il est probable que leur fonction ne soit plus réellement le recueil de renseignements, mais la diffusion d'un message politique adressé à sa propre population ou à l'adversaire. Donc, il existe une autre voie complémentaire, qui est l'emploi de vecteurs civils, qui ne sont pas spécifiquement conçus pour servir de plateforme de renseignement. Le matériel de recueil devra s'adapter aux vecteurs, et non l'inverse, en limitant autant que possible les implémentations d'antennes trop visibles, ou de toute autre protubérance voyante. Les contraintes de place, de poids, qui imposent donc un matériel de recueil plus compact, moins optimisé, donc moins performant, mais aussi beaucoup moins cher. Il faut également accepter un ensemble de capteurs moins complets, ce qui fait que dans les domaines couverts, seront plus spécialisés, même sur la plateforme, ne pouvons pas emporter trop d'équipements différents. Toutefois, un vecteur non dédié présentera une discrétion plus importante, lui permettant d'évoluer comme n'importe quelle autre plateforme civile, surtout s'il bénéficie d'une immatriculation civile non étatique. Donc on va se servir par exemple de sociétés privées qui vont faire du renseignement pour le compte de l'armée. Donc il lui sera ainsi possible de s'approcher bien plus près de la cible, ce qui compensera la moindre performance en fait de ces capteurs. Et ça permettra aussi d'optimiser la mission. En effet, avec les grosses plateformes multicapteurs, il y a très souvent des compromis à faire entre les différentes exigences du renseignement. Le COMINT, donc espionnage des communications militaires de l'adversaire, les LINT, l'espionnage électronique des communications et l'IMINT, qui est une autre forme en fait de l'élite.
Ce qui fait que la mission est rarement optimisée pour tout le monde. Il faut faire des choix. Donc les MINT, c'est l'imagery intelligence. Donc ce sont l'analyse en fait de toutes les photographies et l'imagerie satellite. Avec des plateformes civiles, le gain en discrétion permettra potentiellement de recueillir ce que l'adversaire tient à garder secret, mais aussi d'être moins leurré, la présence d'un vecteur de renseignement n'étant pas soupçonné. On peut, par exemple, je vais vous montrer, se servir, voilà, d'un avion civil, et on voit bien que cette grosse protubérance va permettre de faire du renseignement. Donc ça, c'est un Cessna 208 Caravane, et ça permet d'être beaucoup plus discret, naturellement. Puisque de loin même, on croira que c'est un avion civil classique, j'ai envie de dire. Donc avec les plateformes civiles, le gain en discrétion permettra potentiellement de recueillir ce que l'adversaire tient à garder secret, mais aussi d'être moins leurré, la présence d'un vecteur de renseignement n'étant pas soupçonné. C'est l'idée qu'avaient les soviétiques en déployant de nombreux chalutiers, mais en fait ces chalutiers pendant la guerre froide, qui étaient près des côtes des pays occidentaux, en fait faisaient de la guerre et de l'espionnage électromagnétique. Ils récupéraient, ils sniffaient toutes les communications. C'est ce que fait aussi la Chine avec ses bateaux de pêche, de la milice maritime. Les États-Unis préfèrent quant à eux disposer et utiliser des sociétés privées, ce qui présente l'avantage d'être encore plus discret et qui leur permet de nier toute implication directe. Donc, dans le renseignement, il y a une technique qui s'appelle plausible deniability. C'est le déni plausible. Le déni plausible, en gros, je vous donne un exemple. Les Américains ont besoin d'espionner des ressortissants qui sont en France. Malheureusement, la France est un État, un pays souverain. Qu'est-ce que va faire les services de, enfin, qu'est-ce que vont faire, pardon, les services de renseignement américains? Ils vont demander à nos services de renseignement, les Français, d'espionner pour leur compte sur le sol français. Et comme ça permet de passer dans une zone grise et de contourner toute la constitution et la législation états-unienne qui interdit d'espionner des ressortissants américains sur un sol étranger. Grâce à cette technique, on va, par procuration, on va faire une guerre par proxy, on va passer par un proxy, exactement comme en informatique, et on va demander à ce proxy soit de faire des actions de subversion, de manipulation, d'assassinat, d'attentat, pour nous, pour notre compte, soit on va lui demander de faire du renseignement opérationnel sur des cibles, puisque le service de renseignement originel ne peut pas le faire. Donc on va passer par un proxy qui va faire plein de choses. Le proxy permet de camoufler la nature et de savoir qui est le commanditaire final. Et comme ça, on en revient au déni plausible. Vous pourrez toujours nier et dire que vous n'étiez pas au courant. Ce n'est pas vous, vous n'avez jamais fait ça, vous n'étiez pas au courant. Voilà, ça c'est le plausible deniability. Donc ça c'est de l'obsec, c'est de l'opération de l'information, de la sécurité. Ça permet de faire des opérations sous couverture, sous faux pavillon. Donc, en contrepartie, je continue, ce n'est pas possible sans un concours extérieur. Et ça peut provoquer également une réaction de l'adversaire. C'est bien d'aller taquiner l'adversaire, mais il faut respecter quelques règles, parce qu'on pourrait le froisser, on pourrait l'énerver. Et le but, ce n'est pas de provoquer l'ennemi, et si on s'approche trop près des eaux ou de l'espace aérien souverain d'un État, ça peut déclencher une guerre. Donc le recours à des moyens dédiés et non dédiés aux civils offre des options complémentaires. Il est évident qu'on ne pourra pas déclencher des réactions de l'adversaire avec un porteur civil. De même, il ne serait pas raisonnable de l'employer dans des conflits ouverts, ce qui obligerait ces plateformes soit à s'exposer, soit à rester hors de portée des capacités de leurs capteurs. Donc là, bien sûr, le matériel civil n'est pas préparé à la guerre électronique, et n'a pas de contre-mesures. Donc soit des flares, soit des chaffs. Les flares, c'est ces petites fusées qui permettent de détourner en fait tous les missiles guidés par infrarouge. Et les chaffs, pardon, ce sont ces petites bandelettes en fait d'aluminium qui sont envoyées derrière l'avion et qui permettent de détourner, de tromper les capteurs radar d'un missile.
qui est guidé par radar. Donc tout ça, ça demande du matos, et ce matos, généralement, ce sont que les avions de guerre qui sont équipés pour. Donc ce sont les seuls qui peuvent s'exposer sur un théâtre d'opération. Mais les moyens civils sont quand même un privilégié pour le renseignement sur des zones où on compte ne pas mettre de moyens de surveillance dans la durée, ou bien en complément des autres moyens. Si ceux-ci n'arrivent pas à obtenir, par exemple, les informations désirées. Ces vecteurs sont donc plus efficaces et beaucoup moins chers pour les missions isolées et de courte durée pour recueillir du renseignement pertinent. Donc en France, avec l'arrivée des ALSR, donc on appelle ça avions légers de surveillance et de renseignement, VADOR, c'est aussi un acronyme, est souvent perçu comme un moyen de s'affranchir des prestataires privés qui prennent en charge une partie des missions. Les armées considèrent que le renseignement est une activité qui doit rester souveraine et ne pas être externalisée. Donc là, il y a deux approches. Ça, c'est la version française. À l'inverse, comme je vous le disais, la logique américaine, c'est d'externaliser le renseignement. Le meilleur exemple, bon, je peux vous parler d'Edward Snowden. Edward Snowden, il travaillait pour des succursales, pour des sociétés de services qui certes travaillaient pour la NSA, mais qui étaient affiliés à la NSA, mais qui étaient des sous-traitants. Booz Allen, Halliburton, et il avait quand même accès à énormément d'informations. Vous voyez les leaks qu'il a lâchés. Donc, aux États-Unis, on sous-traite au maximum. C'est pas un problème. Chez nous, c'est pas la même philosophie. Mais en effet, ça serait une erreur de se priver des acteurs privés, car à plateforme identique, il n'est pas possible de faire la même chose avec un navire ou un aéronef militaire, dûment marqué de la cocarde nationale et un porteur civil affrété par une société privée. En effet, vous êtes beaucoup plus furtif, ça permet l'offuscation. Donc, si c'est une société privée, si vous avez un avion militaire, forcément, vous allez attirer les yeux sur vous. Outre, en outre, pardon, le fait que l'utilisateur ne s'expose pas de la même manière, une plateforme privée dispose d'une plus grande liberté d'action et d'une discrétion inaccessible à un vecteur officiel, sans pour autant tomber dans l'action clandestine. Compte tenu du rapport coût-efficacité de cette tactique, il serait dommage de s'en priver, au nom d'un dogme rigide. La complémentarité des moyens, des plateformes, des tactiques de recueil d'informations est indispensable pour le recueil du renseignement optimisé et il convient de ne se priver d'aucune option. En effet, on essaye de profiter de toutes les possibilités, toutes les cartes qu'on a pour faire du renseignement opérationnel. Et on n'omet surtout rien.